Non, j'ai pas abordé les deux univers de manière différente. L'univers principal, c'est le polar. Ça va être le fil conducteur à travers les différents albums. On espère qu'il y en aura d'autres. L'univers pop, en fait, là, c'était juste l'histoire qui s'y prêtait, mais on sera en dehors de cet univers-là, normalement, dans les autres tomes. C'était une disparition dans cet univers, mais voilà. Le, le, le but reste le polar. Sylvain, donc, habite en Suède depuis un bon nombre d'années. Sais qu'il aime beaucoup la société suédoise, tout ce qui se passe en Suède, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue écologique, il y a beaucoup de choses à en raconter. Et du coup, à travers un polar même, ou n'importe quelle autre histoire, c'est un moyen de distiller certaines informations qui se passent là-bas et dont on n'a pas forcément ouï dire ici. Voilà. On n'en entend pas forcément parler. Et ensuite, au niveau du processus, moi je suis allé le voir 2 fois pour faire du repérage. Donc tous les lieux que l'on voit dans l'album sont des lieux qui existent à Stockholm. Les bâtiments ont cette couleur-là, ont cette forme-là, enfin les statues existent. Je suis un grand maniaque de la documentation et donc du coup, voilà, j'ai pris énormément de documentation à chaque fois que j'y suis allé et ça me permet de rendre en fait un Stockholm réaliste, solide et dans lequel je pense on peut s'immerger en fait facilement même pour quelqu'un qui n'a jamais visité cette ville. Alors moi après je suis pas non plus enfin, un expert en polar scandinave ou nordique. J'en ai lu quelques-uns. J'avais lu les Stieg Larsson, les Millennium forcément. J'en ai lu d'Indridason aussi, un Islandais. Je crois que c'est à peu près tout en fait, pour être honnête. Mais le lieu, le contexte, le climat crée une ambiance en fait. J'ai vécu à Oslo un petit peu pour mes études et du coup je sais de quoi je parle aussi. L'hiver là-bas est très particulier lorsque le soleil se couche à 3 heures, qu'il fait nuit à 3 heures et que la vie doit continuer. Bah, c'est vraiment très bizarre à expérimenter, que le soleil est rasant toute la journée pendant plusieurs mois. Il y a quelque chose qui se prête inévitablement enfin inévitablement, facilement à l'intrigue policière, quelque chose de sombre, de mystérieux, caché dans les ruelles, etc. Enfin, ça s'y prête vraiment très très bien, quoi. Voilà. Et t'ajoutes à ça ensuite le froid, et ça donne des conditions encore plus difficiles pour une enquête, en fait. Donc voilà. C'est ça qui donne la différence, en fait, enfin, qui donne la, comment dire, la particularité des polars scandinaves. C'est pas juste un polar qui se passe en Suède. C'est pas juste un polar français qui se passe en Suède. C'est qu'une histoire, enfin un meurtre ou une disparition là-bas, ça prend forcément une autre dimension de par le climat, de par le mode de vie des gens, de par la mentalité des gens aussi. On essaye de l'aborder dans l'album, notamment le fait qu'ils se tutoient tous, etc. Ça donne un autre rapport à l'enquête, ça donne un autre rapport entre les gens. Donc voilà, c'est tout l'ensemble qui crée, qui définit le polar scandinave. Pas vraiment en fait, ça a été très difficile parce que donc auparavant j'avais fait Jack l'Éventreur, donc à l'époque victorienne, ce qui fait que à l'époque enfin quand je faisais Jack l'Éventreur, je pouvais facilement aller voir des auteurs qui m'inspiraient énormément graphiquement. Il y avait du Mathieu Lefray, il y avait du Alex Alice, il y avait du François Bouc, etc. Sur Le Chant des Runes, une histoire contemporaine, je pouvais plus adapter en fait ce travail de masse de noir comme je le faisais sur Jack l'Éventreur ou même sur le projet d'Heroic Fantasy que j'ai fait, Les Maîtres Inquisiteurs, parce que en fait le noir est très difficile à placer dans un contexte où tout est lisse, c'est-à-dire que les murs sont lisses, les sols sont, voilà, c'est du goudron, il n'y a plus d'accroche, il n'y a plus d'accroche de matière, il n'y a plus de pierre au sol, de pavé au sol, pardon, de pierre au mur, de poutres en bois, etc. Tout ça, ça disparaît, toutes ces petites aspérités, c'est ça qui faisait que je pouvais travailler mon noir auparavant. Du coup, les références que j'avais en termes de dessinateur, bah, j'ai dû les laisser à la bibliothèque en fait parce que je me débrouillais tout seul parce que du coup ça marchait plus. Mais par contre, de la narration, des storyboards, ils sont toujours aussi utiles pour moi quand même. C'était très difficile parce que dessiner les femmes c'est difficile, surtout pour un homme. Parce que
le moindre trait qu'on va rajouter pour une expression, ça peut donner 10 ans au personnage. Un menton pardon, un peu trop plat, tu auras l'impression d'avoir un travelot, ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que non, vraiment, dessiner les femmes, c'est très très difficile parce que les traits sont très subtils en fait. Il faut pas se rater, alors qu'un homme, on peut le buriner, on peut s'amuser à lui mettre des traits forts. Voilà, ça restera un homme, du coup il n'y aura pas de problème. Après, il y a beaucoup de femmes dans l'album parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la société suédoise. Ça se constate Enfin, tu marches à Stockholm, et je suis allé aussi dans d'autres villes en Suède, ça se constate, il y a autant de femmes que d'hommes dans les rues. Et il y a même plus de femmes que d'hommes dans les rues. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes en Suède, tout court. Et du coup, c'est un moyen de montrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un moyen de montrer un aspect de la société suédoise, que les femmes sont complètement intégrées dans la société, qu'il n'y a pas de discrimination. Il y en a peut-être, mais vraiment très peu. Au niveau des salaires, il y a une égalité totale, etc. Il y a très peu de sexisme, il y a la chasse au sexisme, bien plus qu'en France, et c'est très bien, et c'est pas choquant de voir une femme travailler sur un chantier, à conduire un smirmorque, et c'est pas choquant de voir un homme, je sais pas moi, s'occuper des enfants ou s'occuper de son fils à l'école, s'occuper de son fils ou sa fille à la maison. Donc du coup, c'est toutes ces petites nuances en fait sociétales qui sont intéressantes en fait à révéler par l'album. Alors les runes existent évidemment, les runes vikings, c'était un moyen c'était une façon d'écrire en fait à l'époque. Après moi je ne sais pas écrire en runes par exemple. Non, j'ai pas fait rune deuxième langue, et du coup la documentation à ce niveau-là franchement était assez, pour moi, c'est assez simple. Hein. C'est surtout Sylvain qui a fait des recherches là-dessus. L'idée, c'était de parler à l'inconscient collectif, et puis qu'en voyant les runes, on ait une idée de l'univers dans lequel on est en train d'entrer progressivement. La scène de flashback qu'il y a, en noir et blanc avec juste le rouge, ça a été une initiative du coloriste, de la mettre en noir et blanc. Une très bonne initiative, je trouve, en fait. Qui effectivement à mon avis qui est assez efficace. Enfin, j'ai pas, en fait c'est difficile parce que j'ai pas le recul pour savoir l'impression que ça a à la lecture, en fait, vu que moi je l'ai créé. C'est assez difficile. Il fallait par contre qu'on fasse des images marquantes, violentes, dans le premier tome, pour indiquer directement au lecteur ce dans quoi il entrait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des images violentes et des corps décharnés dans tous les albums, loin de là d'ailleurs, mais c'est un moyen de dire voilà, on est là-dedans. On est dans un univers qui est loin des bisounours, on est dans une mythologie crue et brutale, quoi. Mais oui, c'est hyper intéressant. À la base, moi, quand il m'avait parlé du projet, c'était vraiment, ça sera un polar un peu à la X-Files, c'est-à-dire la vérité est ailleurs, mais tu sais, un peu un truc qui est dans les... Je sais pas, qui est en parallèle, qui déborde un petit peu dans notre réalité parfois, et puis où on se focalise pas non plus dessus, quoi. On reste avant tout avec nos personnages, avec Eva, cette femme flic, avec d'autres personnages, je vais pas vous spoiler par la suite, mais on reste dans notre réalité, et effectivement, des fois, il y a ces créatures qui débordent dans la réalité et qui interviennent directement dans les enquêtes. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Fantastique, oui. Fantasy, non. Moi, je fais une différence entre les deux. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, à la fin, on bascule totalement dans le fantastique. Effectivement, ces créatures existent. Et l'idée, c'est, si ces créatures existent encore aujourd'hui, comment elles se seraient intégrées à notre société. Voilà. En infiltrant certainement des réseaux obscurs, souterrains, de drogue, d'armes, de prostitution, d'esclavagisme moderne, etc. C'est là-dedans en fait qu'elle pourrait éventuellement survivre et perdurer et se nourrir de tout ça. Et certainement pas en restant dans les forêts comme les contes peuvent le laisser penser. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que Sylvain est parti sur cette histoire-là, c'est qu'en Suède, et en Norvège, en Islande aussi d'ailleurs, les croyances dans ces créatures sont encore très vivaces. Toutes générations confondues, que ce soit les enfants, aux personnes âgées, aux adultes, il y en a énormément qui sont persuadés, enfin qui y croient, qui disent évidemment ça existe. Évidemment ça existe. Du coup, voilà, c'est un peu le point de départ, je pense, de la réflexion de Sylvain sur et si c'était vrai. Voilà. Merci à toi.